Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, mardi 24 janvier. Bienvenue si vous nous rejoignez pour écouter nos débats et tenter de nous mettre d'accord avec aujourd'hui Nicolas Corato. Bonjour Nicolas. Bonjour Valérie. Président fondateur du think tank Place de la République. Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Bonjour. Et nous attendons Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, qui ne devrait pas tarder à arriver. Bien écoutez, on continuera à parler de la réforme des retraites avec tout ce que cela implique. Le gouvernement en tout cas semble inflexible sur les 64 ans. Il y a la question des inégalités entre les hommes et les femmes. On va parler, vous l'avez entendu dans le flash de Laurie, le rapatriement de femmes et d'enfants djihadistes qui se fait petit à petit et peut-être en catimini. Et puis, on va parler de bien d'autres sujets, un plan d'urgence contre le sexisme, TikTok et la théorie du complot qui touche de plus en plus les jeunes. Bref, beaucoup de sujets à traiter. On va commencer peut-être avec vous, Rafik Smati. C'est un coup de cœur. Non, c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est même plutôt un coup de gueule. Ah bon, d'accord, on m'a mis coup de cœur, d'accord. On parle évidemment en ce moment beaucoup de la réforme des retraites. On a entendu sur pas mal d'antennes, de radios et de chaînes d'infos des étudiants d'extrême gauche manifester contre cette réforme des retraites alors qu'ils n'ont jamais bossé évidemment un seul jour de leur vie et ils se projettent déjà dans leur retraite. Et je trouve ça, alors c'est évidemment pas représentatif des étudiants de France, mais sauf que cette poignée d'étudiants extrémistes de gauche aujourd'hui à pignon sur rue et transmet un discours, et j'affirme que ces étudiants d'extrême gauche passent aujourd'hui à côté du vrai sujet, ce qui est celui du tsunami de l'intelligence artificielle qui est devant nous, et on le voit en ce moment notamment avec ChatGPT qui va remplacer potentiellement des métiers entiers. Et donc on est face à une vraie révolution et on a des extrémistes de gauche qui, au lieu d'embrasser le 22e siècle, restent prisonniers du 20e siècle. Et ces manifestants, c'est encore une fois, je précise d'extrême gauche parce que c'est pas représentatif, donnent une image de la jeunesse qui est pathétique, qui est rétrograde et qui est réactionnaire. Parce que ce sont ceux-là en tout cas qu'on a entendu. Mais je vois Nicolas qui sourit, Nicolas Corato, en parlant de cette jeunesse. Bon, d'abord, je vous invite à venir mardi dans les défilés. Vous verrez qu'il n'y a pas loin là que des étudiants. Je décline votre invitation, d'extrême gauche. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes, et je pense que c'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on n'a pas le droit de s'intéresser à l'avenir social de son pays, ni à la réforme des retraites. Je crois que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Le vrai avenir social de notre pays va être déterminé par les intelligences artificielles. Ces étudiants d'extrême gauche qui ne travaillent pas, peu importe qu'ils ne travaillent pas, ils ont le droit, ils sont citoyens. Oui, mais comme le vrai tsunami du monde du travail à venir, c'est celui des IA, c'est celui de la robotisation, c'est pas celui de la réforme des retraites. Laissez-moi vous répondre. Donc d'abord, moi, le procès permanent contre les jeunes, je pense qu'il faut faire attention. On a des jeunes en France qui ne sont pas d'accord avec le monde que vous voulez bâtir, Rafik. Non, mais là, vous êtes sur une posture morale. Et ils ont raison de l'être. Et ils ont raison de l'être, et on peut leur permettre de l'être et d'en débattre. Deuxièmement, vous parlez d'une révolution qui est celle de l'intelligence artificielle, et je veux bien être d'accord avec vous. Il y en a d'autres qui concernent cette jeunesse, et que cette jeunesse a pris à bras le corps, et que nous avons finalement laissé de côté. Je pense par exemple à la réforme écologique. Cette jeunesse-là, elle est très mobilisée sur la réforme écologique, et on peut lui faire crédit aussi de penser l'avenir, peut-être un peu différemment de vous, et peut-être de manière complémentaire à vous. Mais vous voyez, il n'y a pas que les révolutions managériales et économiques. Il y a aussi des monopoles d'une classe d'âge. Eh bien, on est d'accord. Voilà. Donc laissez-leur aussi le droit de débattre des sujets qui vous semblent, vous, être réservés à une certaine élite ou à une certaine partie de la population. Le sujet des retraites n'est pas réservé aux travailleurs, n'est pas réservé aux capitaines d'entreprise, n'est pas réservé au monde politique. Le sujet de retraite, c'est un sujet social global qui concerne tous les citoyens de ce pays, j'allais dire de 7 à 77 ans. Mais sauf que le sujet des retraites, et c'est pour ça que vous le dissimulez par votre posture morale, le sujet des retraites a comme corollaire majeur le sujet du travail et de la manière dont on travaille et dont on va travailler dans cette deuxième partie de siècle. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que la manière dont nous allons travailler sur cette deuxième partie de siècle va être chamboulée, va être révolutionnée. Et s'il devait y avoir une manif aujourd'hui à organiser, ça serait contre ChatGPT, symboliquement. Mais monsieur Smati, depuis le néolithique, depuis que l'homme travaille, le travail est tout le temps chamboulé, le travail change, le travail ne change, ça a changé. Et il y a dans la littérature, depuis le néolithique, plein de gens comme vous qui prédisaient que le travail allait considérablement changer. Ce qui
qui n'a pas changé, monsieur Smati? Ce qui n'a pas changé, c'est la souffrance au travail. Ce qui n'a pas changé, c'est le rapport inégalitaire au travail. Ce qui n'a pas changé, c'est effectivement le rapport de domination sociale. Oui, tout ça n'a pas changé, mais les modes de travaux changent, on est d'accord. Ça a un petit peu changé quand même. Il y a eu quelques luttes qui ont permis effectivement que ça change, mais c'est très marginal. En attendant, la lutte qui a été portée par vos amis, qui a été celle de la réduction du temps de travail, elle s'est traduite en France par... Et puis des congés payés. Elle s'est traduite en France de l'interdiction du travail des enfants. Par une explosion du mal-être au travail. Il y avait des gens qui prédisaient que c'est en travaillant les enfants qu'on ferait tourner l'industrie en Europe. Il y avait des gens comme ça. Mais non, mais reprenez ces théoriciens du culte du travail, on les connaît. Non, mais regardez la posture morale dans laquelle vous souhaitez m'emmener et vous n'y arriverez pas. Je vous parle de la révolution technologique, de la révolution du marché du travail et vous me répondez par le travail des enfants. Mais c'est purement démago. Mais parce qu'il y a toujours eu, et il y a des époques où il y a eu des gens pour effectivement théoriser, y compris les vertus du travail des enfants. Mais là, on ne parle pas du travail des enfants. Est-ce qu'on n'est pas passé dans un autre extrême qui est, vous parlez du culte du travail. Est-ce qu'on peut, à un moment aujourd'hui, dire que le travail peut être épanouissant, que le travail sociabilise? Mais on peut dire aussi qu'une partie de la société veut penser différemment le rapport au travail, que le travail n'est peut-être pas la vertu centrale dans une société, qu'il y a d'autres vertus, vous savez, la culture, l'émancipation, le don de soi, la solidarité. Et vous mangez comment? Non, mais vous mangez comment? Non, mais attendez, vous vivez comment? Je ne dis pas que... Mais on est aujourd'hui dans une doxa qui place le travail, et la majorité actuelle, place le travail au cœur de tout. Pardon, mais la vie d'un homme ne se résume pas à son travail. Mais vous qui parliez tout à l'heure du... Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, c'est pas ce que je dis. Vous qui parliez... Oui, alors allez-y Rafik, puis on va faire intervenir Jean-Luc sur le sujet. Vous qui parliez tout à l'heure du néolithique, j'affirme que le travail est au cœur de la condition humaine. Maintenant, la question qu'on peut se poser et qu'on doit se poser, c'est quelle forme de travail? Parce que maintenant que le travail tue, que le travail aliène, ça c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Mais il y a dans le travail une capacité à émanciper, et ça devrait être ça le sujet de la réforme des retraites. Et ça sera ma conclusion pour laisser la parole à Jean-Luc, quand on voit la révolution majeure et la transformation majeure qui est devant nous, j'affirme qu'on est en train, et notamment une partie de notre jeunesse d'extrême gauche est en train de passer à côté du vrai sujet. Alors Jean-Luc, vous êtes à distance, c'est toujours plus compliqué d'intervenir. Mais je l'essaie. Rafik, arrête avec tes lubies sur l'extrême gauche étudiante qui serait majoritaire, qui serait... non, il n'a pas dit qu'elle était majoritaire. Oui, mais qui serait l'alpha et l'oméga. Ça existe. Ils ont une grande partie d'entre eux d'ailleurs manifesté ce week-end à Paris, avec un certain nombre de personnes, jeunes et moins jeunes, qui ont manifesté. Bien. L'émancipation par le travail. Très bien. De quoi parle-t-on? Je vais dire ça, moi, aux éboueurs. C'est l'émancipation, parce que la technologie va changer le travail des éboueurs, bien évidemment. C'est évident. Mais oui. Mais oui, ça, absolument pas. Après, je vais dire ça aux aides-soignants, aux aides-soignantes et à tous ceux qui travaillent dans des métiers difficiles, on le voit encore aujourd'hui. Donc, l'émancipation par le travail, c'est très intéressant pour une série, pour les cadres et les cadres supérieurs. C'est possible. Pour tout le travail basique, notamment pour la production agricole et pour la production industrielle, c'est pas l'émancipation par le travail. Et c'est là où la réduction du temps de travail a été extrêmement utile. C'est là où le fait de travailler 4 jours est extrêmement utile si on y arrive, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on permette aux gens d'avoir une vie en dehors du travail. Et ce que disait Nicolas, c'est exactement ça, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr le besoin de travail et d'avoir régulièrement des activités, mais qu'en dehors de ça, il existe aussi une vie à faire de la culture, à faire de la musique, à faire un certain nombre d'activités associatives qui font que c'est beaucoup plus émancipateur pour un certain nombre d'enjeux de gens qui n'ont pas la capacité ou les possibilités, les possibilités d'avoir un travail qui soit intéressant et qui permette... Sauf que, pardon, juste, on en arrive aussi avec évidemment qu'il y a du métier difficile, mais on en arrive avec ce raisonnement-là et avec l'ambiance actuelle à avoir des pénuries dans énormément de secteurs.
Je redis cet exemple d'une infirmière qui me faisait une prise de sang et qui me dit qu'il ne trouve plus d'infirmière aujourd'hui pour faire ses prises de sang. Mais elle m'a dit elle-même, je travaille depuis 36 ans, je gagne 1800 €. C'est pas normal. Qui est prêt à être infirmière pour 1800 € par mois? Elle me dit, ouvrons le standard. Hein. Elle me dit j'aime mon boulot et je le fais. Les médecins, pareil, hospitaliers qui ont travaillé, les professeurs qui travaillent, qui font 4 nuits de garde. C'est normal de travailler sous la contrainte d'un salaire absolument pas en phase avec le rôle social et l'utilité sociale que vous avez? Vous trouvez qu'on peut... On fait quoi? On demande à Mbappé de reverser une partie de son salaire? Est-ce que c'est normal qu'un footballeur soit payé ce prix-là? Il y a une vraie question sur ces travaux de production, sur ces travaux plus près. Je veux dire, moi, je suis pour abolir la flat tax et augmenter le salaire des infirmières, salariées ou libérales. Voilà, oui, c'est un vrai sujet. Histoire de créer plus de chômage encore, bravo. Ah non, je pense histoire de créer un niveau de vie confortable et de faire en sorte que nous ayons des infirmières pour soigner les gens aujourd'hui. Parce que ça, entreprises qui produisent aujourd'hui. Lors du forum de... Non, ce sont les travailleurs qui produisent, c'est pas les entreprises. Hein. S'il n'y a pas d'entreprise... c'est une forme juridique. Non. Ceux qui produisent, ce sont les travailleurs. Oui. Arrêtez de... Pardon. Les entreprises, ça n'existe pas. Ceux qui produisent, c'est les travailleurs et les dirigeants qui ont mis l'argent pour créer une entreprise. Les dirigeants qui ont mis l'argent? Quels dirigeants ont mis l'argent? Non mais attendez, c'est du marxisme rénové. Oui, voilà, ça vous fait du bien dès le matin. Non mais s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de production. Attendez, mais ce sont les travailleurs qui produisent dans les entreprises. Oui, mais si vous n'avez pas d'entreprise, s'il n'y a pas d'entreprise, les dirigeants, ils produisent pas. Vous savez qu'il y a des associations qui produisent en France. Il y a des grandes associations qui produisent. Vous savez qu'il y a des coopératives. Il y a des chefs d'entreprise. Il y a des indépendants. Mais bien sûr. Il y a des avocats qui produisent. Mais qui produit dans ce pays globalement, massivement? Ce sont les travailleurs. Laissez la France aux entrepreneurs, il n'en sortira rien. Je voulais juste dire, on ne peut pas laisser passer ça. Vous allez le dire, mais là c'est la pause 9h14 sur Sud Radio et on parle de la valeur travail. Vous voyez comme quoi parfois les débats nous emmènent sur d'autres sujets. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, avec Michel Taube, Rafik Smati, Jean-Luc Benamias et Nicolas Corato. Alors le coup de gueule de Rafik Smati nous emmène sur un sujet très intéressant qui est le travail, la valeur travail qui est... Alors Michel, vous avez écouté... Moi j'ai pris le train en marche, excusez-moi pour le retard et bonjour aux auditeurs de Sud Radio. Moi je voulais dire deux choses. Dans une autre vie, j'ai travaillé avec des sans domicile fixe pendant 5 ans. Et en fait, une des grandes leçons que j'en ai tirées, c'est que la pire des choses, c'est l'oisiveté, c'est l'inactivité. Et je trouve que c'est installé en France depuis la question des 35 heures. C'est un véritable poison qui s'est diffusé, je le dis avec force, j'ai beaucoup réfléchi, j'insiste sur les mots, dans la société française, de faire croire et ça a été tellement dit que beaucoup finalement y croient, qu'effectivement, moins on travaille, moins on est actif, mieux c'est. Et là, c'est vraiment... Et je trouve le fait que tous les 5 à 10 ans, on reparle de la retraite, c'est pour moi le symptôme d'une société non seulement vieillissante, premièrement, et deuxièmement, effectivement, la valeur travail, la valeur activité, la valeur... Deuxième argument... chez les hommes plus que chez les femmes, n'en déplaise à ceux qui disent que tout est pareil entre les hommes et les femmes. L'année où un homme part à la retraite, c'est une des années où il y a la plus grande mortalité parce que le fait de passer de l'activité à la retraite, en fait, détruit en partie la personne sur plein de dimensions de sa vie personnelle. Donc, et donc, je pense effectivement que, bien entendu, moi, je pense que plutôt que de parler de 62-64 ans, il aurait fallu jouer sur le nombre d'années de cotisation. Il aurait fallu faire un grand plan pénibilité pour protéger les métiers les plus difficiles. Il faudrait évidemment mettre le paquet et investir sur les seniors. Moi, j'ai 55 ans, je suis un senior. C'est complètement stupide de dire cela, mais c'est la réalité. C'est que je suis maintenant un senior, donc alors que c'est complètement absurde. Voilà. Mais je pense que quand même, la valeur travail, l'importance du travail, il faut le valoriser. Et d'autant plus qu'on est dans un monde ouvert où il y a de la concurrence, où les autres, nos voisins espagnols, portugais, en Belgique, c'est 67 ans le passage à la retraite. Je crois qu'au Danemark, c'est 70. Sauf que les gens n'y vont pas, n'arrivent pas. C'est ce qu'a dit le ministre suédois qui a fait la réforme des retraites suédoises en disant ne prenez pas exemple sur nous. Les gens ne vont pas jusqu'à 67 ans, ils s'arrêtent avant. Et dernier petit point, là où je suis d'accord avec Nicolas Corato, c'est que il y a 200 millionnaires
qui ont signé un appel lors du forum de Davos la semaine dernière pour demander à être davantage taxés. Sur les 200, il n'y a que 2 Français. Il n'y a que 2 Français millionnaires. Alors vous avez beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Américains, beaucoup, etc. Et je pense effectivement que de ce côté-là, Emmanuel Macron a une grosse responsabilité parce qu'il aurait pu entraîner par sa personnalité, la bonne image qu'il a auprès de ceux qui ont, on va dire, qui ont réussi, une dynamique de participation de ceux qui ont réussi dans la vie à l'effort collectif pour la nation. Mais la question, enfin le point de départ de Rafik Smati, c'était sur les jeunes, c'était sur ces jeunes qui manifestent aujourd'hui pour la réforme des retraites. C'est vrai que certains ont été interpellés. Moi, j'ai entendu beaucoup de commentaires quand j'avais 20 ans. Je ne pensais pas à la retraite. Mais vous voyez, sans revenir dans le débat et la polémique, on parle de quoi en parlant de tout ça, de la retraite? On ne parle pas de la retraite, on ne parle même pas du travail, on parle tout simplement de la vie. C'est-à-dire de la manière dont on veut vivre sa vie en société, pendant les 20, les 30, les 40, les 50 années qui viennent. C'est ça le sujet de société qui est devant nous. C'est pas simplement une question paramétrique, c'est pas une question comptable, budgétaire, même pas économique, c'est une question quasi philosophique. Et que des jeunes de 18, de 20, de 22 ans s'intéressent à ce sujet philosophique, du rapport au travail, de l'importance du travail dans leur vie, peut-être de la distanciation par rapport au travail, peut-être de la vie sans le travail ou à côté du travail, ça me paraît tout à fait sain. Moi, le côté salaud de jeunes, le côté la France, pays de fainéants, j'en ai assez de ce genre de discours, parce que d'abord, c'est pas la réalité. Non mais, je dis, vous m'avez accusé de posture morale, je peux aussi essayer de déconstruire votre discours et en faire aussi un discours moraliste. En me faisant dire je pense qu'il faut arrêter. C'est des méthodes de manipulation. Il faut arrêter de discriminer les Français. Les Français ne sont pas feignants, les Français sont intelligents et les Français regardent la vie qui est la leur en face. Et on ne peut pas leur reprocher. Allez interroger aujourd'hui les gens qui recrutent et qui ont du mal à recruter. Ce sont eux qui se font imposer aujourd'hui, dans la restauration en particulier, qui est un métier très allez interroger très les plongeurs dans les restaurants qui sont payés au lance-pierre, voire même qui ne sont pas déclarés. Ils vous parleront aussi du travail, mais peut-être différemment. Je voudrais simplement réagir à ce qu'a dit mon interlocuteur de gauche, j'ai envie de dire d'extrême gauche, en face de moi tout à l'heure, sur la Nicolas production. Corato. Ça me gêne pas, vous savez, c'est pas très grave. Je vous expliquerai la différence. Et sur le fait, volontiers, enfin, j'ai pas besoin de cours d'économie venant de vous. Alors, sur le fait que dans les entreprises, que les entreprises ne produisent rien, en gros, que les entrepreneurs ne servent à rien, que ce sont les salariés qui produisent. J'ai dit c'était les travailleurs qui produisent. Mais pourquoi vous créez cette dichotomie entre le travailleur et le capitaliste? Marx, votre grand ami Marx, parlait du facteur travail et du facteur capital. En gros, pour produire, il faut être capable de mobiliser ces 2 facteurs. Mais c'est évidemment le cas. On a besoin de mobiliser le facteur capital et le facteur travail. Mais le facteur capital, cher monsieur, il va falloir à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui prenne un risque. Ça s'appelle un entrepreneur qui mette parfois de l'argent de sa poche, qui mette parfois sa vie personnelle en danger et qui investisse et qui crée de la richesse. Une richesse qui est ensuite partagée et qui est d'ailleurs tellement partagée que la France est le pays du monde dans lequel on paye le plus d'impôts aujourd'hui. Donc arrêtez de créer un clivage artificiel. C'est parfaitement vrai et je peux vous donner tous les chiffres qui existent. Vous ne mettez pas les successions dans la balance. Arrêtons de cliver inutilement les entrepreneurs et les salariés. Dans la plupart des entreprises de France, les entrepreneurs et les salariés bossent très bien ensemble et il y a une parfaite harmonie. Vous allez, vous et vos amis, à chaque fois chercher les quelques milliardaires qui sont en tête des classements Forbes pour stigmatiser une certaine forme de richesse et de réussite. Mais moi, je me réjouis qu'il y ait des riches en France. Je me réjouis que l'homme le plus riche du monde soit un Français. Je me réjouis que l'homme le plus riche du monde ait créé un empire du luxe. Et je me réjouis qu'il paye ses impôts en France. Et créer un empire du luxe. Et si ce n'est pas le cas, j'espère qu'il le fera. Et créer un empire du luxe qui fasse rayonner notre pays dans le monde entier, qui ait créé des centaines de milliers d'emplois. Et ne considérez pas, et ça sera ma conclusion, arrêtons de considérer que l'économie est un jeu à somme nulle, qu'il y a d'un côté des gagnants et d'un côté des perdants. C'est faux. Tant qu'on raisonnera comme ça, tout le monde y perdra. L'économie et la prospérité, on y arrive quand on considère qu'il n'y a que des gagnants. Et juste une question, qu'est-ce que vous pensez de l'écart de richesse? C'est-à-dire, est-ce qu'un homme a besoin de posséder autant d'argent qu'un milliardaire? C'est-à-dire, est-ce que cet écart-là... Alors, je vous remercie de me poser la question. Et parce que vous la posez, si je puis me permettre, de la bonne façon. Parce que c'est comme ça que tout le monde se la paye. Sauf que dans la vraie vie, les choses ne se passent pas comme ça. La richesse, et je pense que vous me donnez l'occasion de le dire, la richesse de tous ces grands patrons, de ces milliardaires, ce n'est pas du cash qu'ils ont sur leur compte en banque. C'est la valeur des actions de leur entreprise. C'est-à-dire que c'est une richesse qui est purement virtuelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le cash. Bernard Arnault n'a pas des dizaines ou des centaines de milliards d'euros de cash sur son compte en banque. Et la richesse,
richesse, c'est valable dans les deux sens. Regardez comme Elon Musk, par exemple, ou comme Mark Zuckerberg, qui étaient les hommes les plus riches du monde l'année dernière, leurs richesses se sont effondrées. Donc, et maintenant, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Vous souhaiteriez que Bernard Arnault, dont les entreprises réussissent, pourquoi? Elles réussissent pourquoi? Parce qu'il fait de bons produits, parce qu'il réussit à les vendre partout dans le monde, et notamment en Chine. Alors, il faudrait quoi? Il faudrait qu'il vende moins pour que son entreprise vale moins? Ou alors il faudrait qu'il se débarrasse de sa boîte, mais alors qu'il la donne à qui? Aux syndicalistes de la CGT? Enfin, à un moment donné, soyons sérieux. Tant que les entrepreneurs sont capables de créer de la valeur et qu'ils sont taxés à leur juste manière, laissons-les bosser. Oui, mais il y a quand même un gros problème en France de partage de la valeur. On peut, par exemple, moi je suis alsacien, en Allemagne, le modèle rhénan du capitalisme, il est beaucoup plus partageur entre le capital, le travail et aussi tout ce qui tourne autour de l'entreprise. En France, on a quand même un problème de concentration des richesses. D'ailleurs, c'est pareil au niveau de l'État et des administrations publiques. Il y a des oligopoles, il y a des monopoles. On est dans un pays quand même qui ne partage pas suffisamment la valeur. Et vous avez d'autres pays qui le font beaucoup. On avance, c'est intéressant, mais il faut peut-être qu'on va passer à votre coup de gueule, Nicolas Corato, qui parle de pauvreté. Dans la droite ligne, mais je pense que parlons aussi des sujets qui intéressent les Français. Je ne dis pas que le sujet précédent ne les intéresse pas. Moi, je voulais parler de la nouvelle étude sur la pauvreté en France qui est sortie en décembre et qu'on est en train de découvrir au fur et à mesure pendant le mois de janvier, avec un point sur la pauvreté qui s'accroît chez les jeunes. Cette étude démontre que 19% des 18-29 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est un sujet majeur, c'est pas la première fois que j'en parle. Depuis le confinement, je pense qu'on a, je le redis, oublié une génération de jeunes qui a été livrée elle-même sans véritablement d'aide, contrairement aux entreprises ou à d'autres Français, je pense notamment aux travailleurs. Je pense qu'on a sacrifié des étudiants sur l'autel de je ne sais quel oubli comptable ou financier. Aujourd'hui, le résultat, c'est qu'effectivement, quasiment un jeune sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Et que l'aide alimentaire est en train de se développer et de se déployer pour leur venir en secours. Et je parle bien de secours, que pas mal d'étudiants ne mangent pas à leur faim ou ne mangent pas tous les jours dans ce pays, en France. Moi, je suis un peu ébahi par le fait que, et ça rejoint peut-être la discussion qu'on avait avant, on laisse un peu de côté tous les sujets qui touchent à la jeunesse. On en parle très peu et il y a assez peu de politique publique. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'impensé du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron et peut-être du quinquennat actuel. Je vais donner un exemple. On a supprimé au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on a diminué considérablement les APL. Certains ont dit 5 € par mois, c'est pas grand-chose. On voit aujourd'hui qu'il y a des gens et des Français qui vivent avec 5 € par mois et qui vivent... 5 € par mois? Non, mais pour qui 5 € par mois, c'est important, ça fait une différence. 5 € ou pas 5 €, ça fait une différence. Ces APL supprimés ou raccornis, c'est une économie pour le budget de l'État d'1,1 milliard d'euros par an. Bien. Est-ce qu'on ne les remettrait pas aujourd'hui, ces APL, pour faire en sorte de lutter contre la pauvreté chez les jeunes? Qu'est-ce qu'on fait à la place? Le service national universel. Ça va coûter combien, le service national universel? Ce gadget créé par un communicant. Ça va coûter 1,5 milliard d'euros. L'armée n'en veut pas, les services publics n'en veulent pas. Ce gadget idéologique va coûter plus cher que les APL qu'on a diminués pour les étudiants en France, qui sont, et il faut dire ce fait social, en voie de paupérisation accélérée. Oui, voilà un débat politique. Et voilà un débat social, moi, que j'aimerais voir sur les plateaux. Je veux bien qu'on parle d'idéologie, je veux bien qu'on mette les jeunes en rang pour chanter la Marseillaise tous les matins avec un uniforme. Je dis simplement qu'aujourd'hui, le sujet, c'est de faire vivre nos étudiants et de faire vivre les jeunes dans ce pays. Et moi, qu'on vive dans un pays comme la France où un jeune sur 5 est en situation de pauvreté, ça ne me va pas et ça ne me satisfait pas. On va y revenir dans un instant, 9h28 sur Sud Radio. Jean-Luc, vous aurez la parole, Jean-Luc Benhamou. Merci, parce que là, je commence... Oui, vous bouillez. J'arrive. À tout de suite. J'écoute, avec intérêt, mais... À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, on est ensemble jusqu'à 10h avec Michel Taube, Rafik Smati, Jean-Luc Benamias et Nicolas Corato. Jean-Luc, pardon, le débat a été très, très présent sur le plateau physique. C'est difficile d'être en direct de Marseille. Absolument. Chaque fois. Voilà. Mais j'en profite, c'est vachement bien. Oui, non, mais c'est super intéressant. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Vous êtes d'accord avec Nicolas? On donne une présentation de la France qui serait si différente que ça des autres pays européens ou des autres pays occidentaux, ce qui n'est pas le cas.
C'est vrai. Je prends un exemple, par exemple, sur le temps de travail, cher Rafik. En Allemagne, il existe de très nombreuses grosses entreprises qui travaillent 32 heures par semaine et sur la semaine de 4 jours. Des accords d'entreprise ont été faits. C'est vrai que le système, la relation patronat-syndicat en France est une relation extrêmement difficile, différente de celle qui existe notamment dans les pays du Nord, notamment l'Allemagne, la Suède, le Danemark et ainsi de suite. Mais quand même, il existe dans ce pays une énorme pauvreté, Nicolas en a parlé, pauvreté par rapport aux gens qui ne travaillent pas, mais pauvreté aussi par rapport à des gens qui travaillent. Vous pensez vraiment qu'on peut vivre aujourd'hui, notamment dans les grandes villes ou dans les villes moyennes, avec 1100 € net par mois? Non, enfin, non, soyons sérieux, ça n'est malheureusement pas possible. Et donc, dans ce cadre-là, résumer la situation actuelle par rapport au fait, ce que vous dites, Rafik, c'est-à-dire que l'extrême gauche serait hégémonique partout. L'extrême gauche existe dans ce pays, mais le plus grand danger dans ce pays, Rafik, ça s'appelle l'extrême droite, qui, année après année, ne cesse de monter dans l'opinion publique et au niveau électoral. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, fait qu'à un moment donné, on se demande si Marine Le Pen n'arrivera pas à prendre le pouvoir. Tous les exemples qui sont donnés aujourd'hui, toutes les positions qui sont données aujourd'hui, vu la distanciation qui existe dans le peuple français entre ceux qui dirigent et ceux qui travaillent est absolument extrêmement importante. Et ce qu'on voit, c'est qu'il existe heureusement aujourd'hui une gauche qui s'est à peu près réactivée avec de grandes difficultés, notamment au Parti socialiste, mais il existe aussi une grande partie de la population qui est désespérée, qui demande à ce qu'il y ait des réponses données. Et la réponse donnée par rapport aux 64 ans, on s'aperçoit que 75 à 80% des Français n'en veulent pas. Comment on peut s'appeler président de la République et ne pas s'en apercevoir et de parler de l'étranger régulièrement en disant on va continuer, on ne lâche rien. Non, à un moment donné, tout ça devient absolument impossible. Et si on veut que la France se redresse, si on veut que la France soit réellement dans l'actualité et française et européenne, eh bien je crois qu'il faut retrouver la raison et penser qu'il est bon d'entendre un peu notamment l'ensemble des confédérations syndicales de ce pays, qui, je le dis souvent sur cette antenne, est absolument unifiée sur le fait de dire arrêtons là cette histoire de 64 ans. Oui, enfin visiblement, c'est un bras de fer quand même qui est en train de s'engager. Très sérieusement, puisque visiblement le gouvernement hier a annoncé un certain nombre d'aménagements, on va dire, mais non, mais moi je trouve particulièrement ridicule l'histoire de demander une évaluation du nombre de seniors dans l'entreprise, et la sanction ne porte que sur le fait que l'entreprise ne présentera pas cette liste. Je veux dire, à la limite, sanctionnons les entreprises qui n'ont pas, peut-être n'emploient pas assez de seniors, mais si c'est pour faire comme les handicapés ou les entreprises préfèrent payer, c'est vraiment... Oui, Jean-Luc. De quel senior on parle? Mais oui, non, mais je suis d'accord. Si on parle de senior dans confession intellectuelle, j'entends. J'entends. Si on parle de seniors, tout à l'heure je parlais des éboueurs, mais je peux parler des égoutiers, je peux parler des gens qui travaillent dans le métro et qui sont continuellement des travailleurs du bâtiment. Je peux parler des aides-soignantes, je peux parler des infirmières. Est-ce qu'on peut penser sérieusement que ces gens-là peuvent continuer à travailler jusqu'à 64 ans? Ça n'est pas possible. Et parlons aussi des policiers, puisque c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup sur ces plateaux. Moi, je suis assez d'accord pour dire que les policiers doivent partir beaucoup plus tôt à la retraite. Voir des policiers à 64 ans faire les plantons ou circuler dans les rues pour assurer la sécurité de nos concitoyens, ça ne me rassure pas. Non, mais attendez, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Une carrière de policier, une carrière de militaire, c'est extrêmement éprouvant. Je suis d'accord, mais il y a des métiers, on n'y arrivera pas. Vous ne battrez pas la physiologie. Nous ne sommes pas dans le transhumanisme. Les gens ne vont pas vieillir en bonne santé. On vieillit et on se dégrade. C'est comme ça, c'est la vie. Pourtant, on n'a jamais vécu aussi vieux et la santé oui, mais est-ce qu'on vit bien vieux? Mais Nicolas, franchement, en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que quelqu'un d'extrême gauche a une vision du monde totalement apocalyptique qui, à mon avis, doit pas du tout. C'est vous qui avez une vision apocalyptique. C'est vous qui nous prédisez le pire pour l'avenir. Moi, je suis assez confiant dans la jeunesse, notamment. Sur les jeunes, pour suffisamment critiquer Emmanuel Macron depuis qu'il est président de la République, je salue quand même l'investissement qu'ils ont fait dans tout ce qui est alternance
alternance, contrat de professionnalisation, contrat de qualification. On n'a jamais eu autant de jeunes en alternance. Malheureusement, oulala, ils travaillent. Ils sont obligés de travailler. C'est-à-dire faire des études et travailler dans une entreprise. Oh là 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 là, ça c'est pas bien. Hein. Ça va vraiment leur diffuser une conception de la valeur travail qui est absolument à rejeter et à les dissuader pour leur avenir. Eh ben non, effectivement, le gouvernement a investi dans la jeunesse, notamment avec l'alternance qui n'a jamais autant marché. La jeunesse s'en est pas aperçue. Hein. Oh, mais c'est pas vrai. Il y a plein de jeunes qui s'en aperçoivent tous les jours. Ils sont 700 000 à 1 million à bénéficier de contrats d'alternance. Eux, ils s'en aperçoivent tous les jours. Il y a une opinion majoritaire qui traverse ce plateau qui tend à laisser sous-entendre que la France serait un pays injuste, avec de grosses inégalités. Je voudrais simplement rappeler que, et ce sont des chiffres de l'INSEE que je m'apprête à vous donner, avant la redistribution, c'est-à-dire avant les impôts, avant les taxes, les cotisations, etc., l'écart de revenus entre les 10% des Français qui gagnent le plus et les 10% qui gagnent le moins, il est de 1 à 25. Donc c'est considérable. Et après redistribution, c'est-à-dire qu'après les vertus du modèle social français, cette redistribution est de 1 à 5. C'est un record mondial. Donc arrêtons de dire qu'il n'y a pas de répartition en France. Premièrement. Deuxièmement, mais nous sommes d'accord. Laissez-moi mais c'est ce modèle social que vous voulez casser. C'est bien pour ça qu'on a ton débat aujourd'hui. Non, le modèle social en question, je ne veux pas le casser, je veux le sauver. C'est vous qui l'avez cassé. Parce que le modèle social qui pèse aujourd'hui 57% du produit intérieur brut et qui crée autant de pauvreté et qui ruine nos hôpitaux et qui fasse en sorte que la dépendance, etc., ne soit plus pris en charge, c'est votre modèle social et il ne fonctionne plus. Il va falloir vous en rendre compte aujourd'hui. Et le modèle social français aujourd'hui n'est pas inégalitaire. Donc arrêtez de partir du principe que la France est un pays où il y a d'un côté les gentils et d'un côté les méchants et que vous êtes là entre les arbitrés, pour les arbitrer, vous êtes là en train de dire vous êtes les gentils, vous êtes les méchants. Ça se passe pas comme ça. Il y a un point, sur lequel vous avez raison. Et sur lequel je vais vous rejoindre. C'est la situation de notre jeunesse. C'est la situation de notre jeunesse. Seulement, j'aimais pas forcément le même diagnostic que vous. Moi, je suis convaincu qu'il y a en France un fait générationnel, avec une génération qui est celle du baby-boom, qui a vécu au-dessus de ses moyens, qui n'a pas pensé l'avenir, qui n'a pas préparé l'avenir, et qui a laissé à ses enfants et à ses petits-enfants au moins 2 patates chaudes, voire 3, une dette faramineuse qu'il va leur falloir rembourser, une dette écologique, qu'il va falloir traiter d'une manière ou d'une autre, et évidemment des pensions de retraite, et c'est le cas de notre débat aujourd'hui, qu'il va falloir financer d'une façon ou d'une autre. Il y a une rupture générationnelle majeure. Et la génération du baby-boom, alors je ne parle pas des baby-boomers individuellement, parce que beaucoup de baby-boomers vivent eux-mêmes dans des situations de précarité, mais il y a eu un fait générationnel qui fait que vous avez une génération qui a vécu sur le dos des précédentes. Et justement, si aujourd'hui vous voulez défendre le modèle de la retraite par répartition, si vous voulez défendre le modèle social actuel, eh bien vous devriez vous battre pour la réforme des retraites telle qu'elle est proposée. Parce que c'est quoi une retraite par répartition ? Une retraite par répartition, c'est répartir les cotisations d'aujourd'hui, de cette année. C'est pas attendre. Ce n'est pas utiliser les cotisations de demain pour payer les retraites d'aujourd'hui. Non, c'est dans l'année. Et donc, si on considère que ça se passe dans l'année, c'est-à-dire que structurellement, par construction, si vous êtes pour la retraite par répartition, vous devriez exiger un modèle qui soit à l'équilibre. Mais il l'est aujourd'hui, monsieur. Non, mais attendez. Mais s'il l'est. Non, mais il l'est aujourd'hui. Non, mais on sera à 12 milliards. C'est incroyable. Vous êtes le docteur Knock des retraites. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous infliger un remède, nous conseiller un remède qui tuera finalement ce que vous dites vouloir sauvegarder. Attendez, je vais démontrer votre imposture très simplement. Non, c'est pas une imposture. Attendez. Ce système est à l'équilibre. Il est à l'équilibre provisoirement sur 3 ans. En 2027. Vous nous parlez de cette année, Rafik. Vous nous dites cette année. Cette année est à l'équilibre. Dites la vérité aux Français. Non, mais cette année, il y a l'équilibre, évidemment. Merci. En 2027. Et demain, et en 2023, et en 2024, et en 2025, et en 2026. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord ? Et donc vous ne préparez pas l'avenir. Ah, mais si on va préparer l'avenir, il y a d'autres manières de préparer l'avenir. Et c'est quoi l'idée ? En 2027, on va aller piocher 20 milliards chez Bernard Arnault. C'est ça votre recette. Et en 2027, vous ferez travailler 2 ans de plus les Français. Sans créer d'emplois. Non, mais je vais vous dire, et vos auditeurs vont tout de suite comprendre la supercherie. Vous savez combien est le déficit structurel prévu par le corps ? Non, mais attendez. 12 milliards d'euros. Oui. 12 milliards d'euros en 2027. Un point de CSG, ça représente combien ? 15 milliards d'euros, un point de CSG. Je connais sans doute le dossier beaucoup mieux. C'est pas 12, c'est beaucoup plus, parce que vous avez 30 milliards de retraites qui sont à la charge du contribuable aujourd'hui.
Aujourd'hui, et c'est même le corps qui dit, donc, en réalité, on est plus aux alentours de 45 milliards. On est plus aux alentours de 45 milliards, premièrement. Deuxièmement, et vos auditeurs... Et vous êtes plus informés que le corps, alors. Et vos auditeurs, en tous les cas, je travaille mes dossiers. Vos auditeurs... Le corps, non. Et le corps, non. Vos auditeurs vont comprendre quelque chose. C'est très simple. Quand on a lancé la retraite par répartition, on était à un retraité pour 4 actifs. En 2050, on sera globalement à un actif pour un retraité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez une retraite de 1 000 euros par retraité, ce qui est un minimum de mon point de vue, eh bien ça veut dire que chaque actif, à ce moment-là, va devoir cotiser 1 000 euros. Ce qui est matériellement impossible. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui est au SMIC aujourd'hui, ou légèrement au-dessus du SMIC, cotiser 1 000 euros sur sa fiche de paye pour un retraité du moment? Ce n'est juste pas possible. Donc ce qui montre bien qu'à très court terme, le modèle que vous défendez ne fonctionne pas. Ouais. Il ne fonctionne pas. Ah bon? Il va dans le mur. Et c'est bizarre. Ou alors vous allez dire aux retraités de demain. C'est bizarre, c'est pas du tout les études du corps. Ou alors, écoutez, moi je ne sais pas, remplacer le corps. Peut-être. On va vous élire à la place. Le corps, c'est le Conseil d'orientation sur les retraites. Qui n'est pas vraiment un outil d'extrême gauche. Le Conseil d'orientation des retraites alerte sur la situation après 2027. Alors vous regardez avec plusieurs hypothèses. Alors donc, vous regardez. Oui, enfin, l'hypothèse qui consiste à dire qu'on sera un actif pour un retraité, c'est une hypothèse qui est à peu près. Alors, je vous l'accorde, ça sera peut-être 1,2 ou 1,3 en fonction de la natalité, peut-être. Mais c'est ça les situations sur le corps. Mais c'est ça la situation. Dont 3 sont à l'équilibre, une en déficit. D'accord. Donc en fait, vous essayez de m'emmener. Vous essayez de m'emmener sur un sujet technique parce que vous êtes incapable d'argumenter. Non, on vous mettra pas d'accord sur ce sujet. Non, mais moi, soyez technique jusqu'au bout. Non, mais je vous pose la question simplement. Comment en 2050, quand il y aura un actif pour un retraité, il y a des pistes. Comment vous financez ça? Un point de CSG en plus, c'est 15 milliards de plus pour la retraite. La CSG, ça concerne tous les revenus du travail, mais aussi les revenus du capital. Et ça concerne tous les Français. Pourquoi cette piste n'est pas expertisée? Mais là où vous mentez, les retraites, c'est 345 milliards par an. Donc c'est une goutte d'eau, ce dont vous êtes en train de parler. C'est le déficit, moi, que je pige. Il y a une solution qui va faire bondir Nicolas Corato. C'est on peut repasser des 35 aux 39 heures de travail par semaine, et ça va générer suffisamment de cotisations pour financer les retraites. C'est ce qui a été proposé par le MoDem, non? Non, ils ont proposé de rajouter une demi-heure, et ça fait un scandale. Moi, j'ose proposer 4 heures. Les principales bénéficiaires des 35 heures, elles ne voudront jamais revenir aux 39 heures. Et interrogez le MEDEF, vous verrez. 9h44, on revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Le débat continue même pendant la pub sur le plateau. Michel Taube, Rafik Mati, Jean-Luc Benamias et Nicolas Corato. Michel, vous n'avez pas fait votre coup de gueule? Alors, le mois prochain, il y a un événement très important. Il y a les championnats du monde de ski à Courchevel et Méribel, qui est un événement international très important, préparé de très très longue date, qui s'inscrit dans cette série d'événements internationaux que la France accueille. Il y a eu la finale au Stade de France de la Coupe d'Europe de foot, et il va y avoir la Coupe du Monde de rugby à la fin de l'année, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et qu'est-ce qu'on n'apprend pas hier? C'est que la CGT envisage de prendre des mesures de coupure d'électricité, de grève, notamment sur les remontées mécaniques, à l'occasion notamment du championnat du monde. Et je trouve ça proprement scandaleux. Déjà, parce que j'ai des amis un peu dans le ski, beaucoup de délégations qui viennent à Courchevel et Méribel le mois prochain, c'est du 6 au 19 février, sont très inquiets. Donc vous avez des Autrichiens, vous avez des Allemands, vous avez des Canadiens, des Américains qui sont très bons dans le ski, qui se demandent s'ils vont pouvoir se préparer normalement pour les championnats du monde. Franchement, écoutez, je trouve ça lamentable. Un pays comme la France, qui est une puissance mondiale, qui dans le sport rayonne, Mbappé et compagnie, je ne veux pas refaire la liste, qu'on ne protège pas des événements comme celui-là, moi je trouve ça absolument... Nicolas était très inquiet au début parce qu'il me regardait en disant mais pourquoi il parle de ski, et d'un seul coup il a été rassuré. Non, mais je vais laisser Jean-Luc. Oui, Jean-Luc. Je vais pas y arriver. Là j'hallucine complet là. Oui, les syndicats CGT et Force ouvrière qui travaillent sur les pistes de ski n'ont pas déclaré de faire grève uniquement pendant les championnats du monde qui auront lieu donc, comme tu l'as dit, en février.
ils vont faire de temps en temps grève parce qu'ils défendent leur outil de travail. Mais c'est normal, ils défendent le fait de ne pas passer à la retraite à 64 ans. Ouais, enfin, je vois pas très bien comme ce qu'il y a la SNCF à Noël qui a bloqué 1 million de Français dans les gares. Quoi. Oui. C'est tout aussi scandaleux. Mais alors, ce qu'il veut dire dans ce que vous dites là et dans ce que tu dis là, c'est que donc les grévistes, eux, ne sont pas français. Non mais on est dans quel pays là? Il existe dans ce pays aujourd'hui des millions de personnes qui se battent contre la loi, contre ce changement institutionnel, ce changement structurel par rapport à la retraite. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Enfin, ils ne sont pas différents, les Français qui font grève, de ceux qui ne font pas grève. Sérieusement, dans les semaines qui viennent, on verra l'ampleur et l'amplitude de ce mouvement, qui n'est pas un mouvement uniquement dirigé, comme le dirait Rafik, par l'extrême gauche. Tout ça n'a pas de sens. Comment... Enfin, Mélenchon, il est en train d'essayer de récupérer le mouvement. Comment le président de la République a pu se mettre à dos l'ensemble des formations syndicales, notamment les syndicats dits réformistes comme la CFTC, la CGC et l'UNSA. Cela n'est pas possible. Mais là, on est sur les actions sauvages, on va dire, où on a entendu effectivement... C'est pas une action sauvage et un préavis de grève. Par rapport aux pistes de ski, ne sont absolument pas sauvages. Non, je parlais des coupures d'électricité. C'est pas c'est illégal, déjà, tout simplement. Oui. Mais peut-être... Alors, Nicolas, je suis désolé pour les skieurs de Courchevel. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vos auditeurs. Pour les skieurs de Courchevel, je le dis pour l'image de la France dans le monde. On se cotisera pour vous racheter votre forfait. Mais j'ai pas été au ski depuis le sujet, c'est les saisonniers qui travaillent dans ces stations, qui font l'hiver le perchiste ou le dameur et qui font l'été ce qu'il faut dans les champs ou ce qu'il faut dans les restaurants d'altitude. Mais ils pourront plus aller travailler. Les étrangers viendront plus. Mais s'ils viendront. La problématique aujourd'hui, c'est que ces gens-là, qui sont des travailleurs précaires comme des millions dans ce pays, sont les premiers impactés par cette réforme. Et moi, ça ne me choque pas qu'ils se mobilisent pour qu'ils disent et qu'on apprenne aussi quand ils nous passent la perche ou quand ils mettent le télésiège en marche, qu'on se souvienne qu'il y a des gens qui vont travailler pendant 4 mois pour un salaire précaire et qui ont des CDD. C'est Germinal à Courchevel. Non, c'est Germinal à Courchevel. Oui, ça existe Germinal, vous savez. Il n'y a pas que Davos, il n'y a pas que Courchevel. Oui, il y a des Français qui connaissent Germinal. Oui, mais pas, bien sûr, dans les stations de ski, bien entendu. Je ne suis pas sûr, Nicolas, que mais c'est une honte pour les gens de Germinal de l'époque. Parce que les mineurs qui dans Germinal allaient ça, c'est une honte pour eux que de les comparer avec des personnes qui aujourd'hui travaillent à Courchevel. C'est une double honte. C'est totalement, mais c'est n'importe quoi là. Cette grève n'est pas faite pour gêner Courchevel. Cette grève est faite par des saisonniers, comme l'a rappelé Nicolas. Oui, mais le moyen d'action, est de bloquer un événement. C'est ça. C'est la SNCF qui annonce qu'elle va se mettre en grève au moment des vacances scolaires. C'est ça le fond du débat. L'eau ça mouille et la grève ça bloque, oui, voilà. Oui, et vous êtes le gentil, on a compris. Ils vont bloquer les télésièges pendant 1 heure. Non, c'est pas pendant 1 heure. Moi, je voudrais rebondir sur un propos de Jean-Luc Benamias, qui venait de dire que Emmanuel Macron a réussi l'exploit de se mettre à dos tous les syndicats, et notamment les syndicats réformistes. C'est une drôle d'idée, une drôle façon d'appréhender de la démocratie. C'est-à-dire que vous donnez, là, en tout cas, vous laissez sous-entendre qu'il y a une primauté du syndical sur le politique. Or, moi, ce que je note, c'est que nous avons un président de la République qui a été élu au suffrage universel direct par une majorité des Français, qui a une majorité, certes pas absolue, mais une majorité relative à l'Assemblée nationale. Et dans les 2 cas, cette réforme des retraites faisait partie de sa plateforme. Donc il y a quand même, si on considère qu'on est démocrate, le bénéfice du doute, par définition, doit aller aux politiques. Il ne doit pas aller aux syndicats. Rafik, je vais vous donner un scoop. J'ai voté Emmanuel Macron au second tour. Oui. Vous savez pourquoi j'ai voté Emmanuel Macron au second tour ? Contre Marine Le Pen. Pas pour la réforme des retraites. Ah oui, mais là... Contre Marine Le Pen. Oui, mais là... je pense que je ne suis pas, bien qu'étant d'extrême gauche, je ne suis peut-être pas le seul dans ce pays à avoir fait ça. Ce que vous dites est un glissement qui n'enlève absolument rien à la légitimité du président de la République, je dois le dire. Ce que vous dites est un glissement extrêmement pernicieux. Et puis c'est pas Emmanuel Macron qui vote les lois. Parce que sous-entendre que Emmanuel Macron a été élu parce qu'il avait en face la candidate Marine Le Pen et que... Oui, mais c'est extrêmement pernicieux. C'est-à-dire que vous enlevez toute logique et toute légitimité au suffrage. Entre les 2 tours. Non, mais vous enlevez toute légitimité au suffrage universel direct. Ah non. Moi, je reconnais qu'Emmanuel Macron est légitime. Je dis simplement qu'il a été élu parce qu'il était en face de Marine Le Pen. Mais alors, et qu'une grande partie de son électorat au second tour a voté pour
pour faire barrage au Front National. Et ils ont voté pour quelqu'un qui avait, et y compris entre les deux tours, affirmé un certain nombre de réformes. Oui, et lui-même, Rafik. Et les Français avaient la possibilité de le désavouer aux élections législatives. Ça n'a pas été le cas. Il y aura une majorité probablement absolue à l'Assemblée nationale on verra, et au Sénat sur cette réforme des retraites. Ça s'appelle la démocratie. Et maintenant, si nous avons des syndicats qui sont bloqués au siècle dernier, c'est leur problème. Vous n'êtes pas d'accord. On ne va pas vous mettre d'accord. Mais lui-même, Emmanuel Macron, Jean-Luc Benamias, le lendemain de son élection, qu'il avait bien compris qu'il n'avait pas été élu uniquement sur son programme, qu'il avait été élu parce qu'il y avait Marine Le Pen en face. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça doit se transformer en immobilisme. Mais ça ne veut pas dire que ça doit se transformer en renoncement total de son programme politique. Il n'avait pas commencé à la loi sur les retraites, ce serait bien. Il nous reste une minute. Ça va aujourd'hui, je pense, beaucoup d'ampleur. Le ministre Franck Riester qui a reconnu ce matin que les femmes sont pénalisées par le report de l'âge à la retraite. C'est en train de prendre beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux qu'un ministre reconnaisse qu'effectivement, il va y avoir un problème pour les femmes et qu'elles seront pénalisées par cette réforme des retraites. 2 ans de plus de travail. Ouais, donc, donc là, c'est qu'est-ce qu'on peut. Est-ce que c'est une boulette de Franck Riester Le débat au Parlement va permettre de corriger ça. C'est une réforme mal préparée, il faut le dire aussi techniquement. C'est une réforme qui a été, qui a été conçue par des gens qui ignorent tout du travail. Contrairement à vous qui connaissez tout. Côté patronal, et côté travailleur. Non mais j'essaye de nous mettre d'accord, c'est le titre de l'émission. Ouais. Cette réforme a été conçue par des technocrates et des actuaires qui ne connaissent rien au monde du travail. Et je pense qu'on va découvrir effectivement au fur et à mesure des travaux parlementaires qu'il y a plein de bugs techniques. Ça s'appelle la démocratie. Dans cette réforme. Oui, mais quand on est politiquement responsable, on travaille ces réformes avant de les présenter et de bloquer un pays. Non, ce sont les syndicats qui bloquent le pays. C'est là. La fait la poule. On ne vous mettra pas d'accord sur le sujet. Allez, c'est la fin de ce débat. Ça a été en tout cas intéressant parce qu'on a parlé de retraite et du travail d'une manière un petit peu différente de ce qu'on peut entendre d'habitude. On se retrouve dans un instant avec Bruno Solo pour parler du retour de Caméra Café. À tout de suite.